Yorana, Kuraora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Est-ce que vous saviez que dans certaines îles, il n'est pas possible d'accoucher sur place et que les femmes doivent être rapatriées sur Tahiti ou dans des hôpitaux équipés? Comment vivent-elles cette expérience? Comment s'organise un accouchement? Ce sera notre sujet du jour avec Toté Philippe Biarez, fondateur et chef de projet de l'association Partage Santé Pacifique, Yorana. Yorana. Sandrine Maurice, cofondatrice de Naître en Polynésie et Tumura. Yarana. Et enfin, Tiura Teiva Paoa Afaite, sage-femme du dispensaire des Tuamotu Gambier. Kuraura. Alors, on va commencer avec toi, Philippe. Peux-tu nous expliquer, finalement, on rentre directement dans le sujet, comment est organisé l'accouchement d'une femme enceinte dans une île éloignée? Mais merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais avoir une belle pensée pour toutes les femmes enceintes des îles et pour leurs compagnons, leurs tannés, en tant qu'hommes aussi, puisqu'il faut qu'on parle des hommes un petit peu aussi. Un enfant, ça ne se fait pas tout seul, Et oui, effectivement. effectivement, donc la majorité des femmes qui habitent dans les îles en dehors de Tahiti doivent venir à Tahiti pour accoucher, mais aussi à Raiatea, puisqu'on peut accoucher à Raiatea, mais aussi à Nuku'iva, puisque l'on peut accoucher à Nuku'iva. En dehors de ces endroits, donc, il n'est pas interdit d'accoucher, mais ce n'est pas recommandé puisqu'il n'y a pas les compétences, il n'y a pas le matériel. Et ces femmes sont donc obligées de se déplacer pendant plus d'un mois, la plupart du temps, à Tahiti ou donc dans les îles, il y a des lieux d'accouchement. Voilà la situation actuelle. Donc, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien de manière générale, mais on verra qu'il y a pour un certain nombre de femmes de grandes difficultés et un certain nombre de familles par rapport à ça. Et effectivement, le plaidoyer que vous voulez pousser, c'est que l'on pense à ces femmes, qu'on puisse les aider et les accompagner. Et effectivement, l'association Partage Santé Pacifique a communiqué un plaidoyer. Qu'est-ce qu'il dit dans les grandes lignes? On y reviendra plus en détail plus tard. Ce plaidoyer, il rappelle simplement que pour venir accoucher, pour accoucher, on ne peut pas être toute seule. Je parle en tant qu'homme, mais aussi pour les femmes. On a besoin à ce moment-là donc de ce qu'on appelle une sécurité affective, d'être entouré. On a besoin d'être rassuré par rapport à sa famille, qu'est-ce qu'elle devient, où est-ce qu'elle en est. On a besoin de confort pour pouvoir supporter cette fin de grossesse. C'est pas toujours très facile également. Donc toutes ces choses-là, loin de chez soi et de sa culture aussi, puisque c'est un phénomène important, on va en parler, donc pose problème. Et effectivement, donc le plaidoyer, c'est de pouvoir améliorer ces situations et principalement pour quelques femmes qui sont dans des très grandes difficultés. Alors, des difficultés, on en parle, Tiura. Toi, tu es au cœur finalement du sujet. Quelles sont les principales difficultés que ces femmes rencontrent? Donc, effectivement, comme toi et Philippe précisaient, que toutes les femmes, en tout cas des Tuamotu, doivent descendre sur Tahiti pour pouvoir accoucher. Donc, une des grandes difficultés que l'on peut rencontrer, c'est l'éloignement, l'isolement, parce que souvent elles descendent sans leur tanné, puisque la prise en charge, ce n'est pas pris en charge par la CPS. Donc, du coup, elles sont éloignées de la famille et des enfants pour certaines patientes, des enfants qui sont en bas âge. Du coup, elles doivent s'organiser pour s'occuper des enfants, parce que souvent les tannés, ils vont au copra ou ils vont à la pêche, ils ne peuvent pas forcément s'en occuper. Donc, des fois, c'est très difficile parce que du coup, elles peuvent retarder leur venue sur Tahiti. Elles n'ont pas très envie de laisser les enfants. Après, donc ça, c'est une difficulté d'isolement, d'éloignement. Après, elles peuvent rencontrer des difficultés financières aussi parce que quand elles sont dans des hébergements, elles n'ont pas la possibilité. Pour certains hébergements, elles n'ont pas la prise en charge des repas. Et pour certaines familles qui vivent du copra ou de la pêche, elles n'ont pas les moyens forcément de payer à manger ou enfin de se nourrir. Donc, c'est une difficulté aussi qui peut retarder la venue de certaines de nos patientes qui ne veulent pas descendre du tout. Qu'on soit bien clair, on ne parle pas forcément d'argent pour aller faire du shopping ou quoi que ce soit. C'est vraiment les besoins primaires, que ce soit l'hébergement, l'alimentation. Pour boire, pour s'alimenter, pour pouvoir se déplacer, parce que on va parler aussi des difficultés de transport aussi pour ces patientes
qui n'ont pas forcément les moyens aussi de payer ne serait-ce le bus pour pouvoir se déplacer pour aller à certains de leurs rendez-vous Mhm. ou aller à RTT pour pouvoir aller récupérer leurs bons pour rentrer chez elles. Voilà. On y Euh, reviendra un peu plus en oui, détail de toutes tout ces à fait. difficultés. C'est justement pour ça qu'on en parle. Avant, comme Tante Philippe l'a dit, on salue toutes ces femmes enceintes qui Tout finalement, à fait. c'est censé être un moment de joie et de plénitude et ça devient tout de suite un combat de longue haleine pour toutes ces femmes des îles éloignées. Justement, Sandrine, comment est-ce que vous, avec Naître en Polynésie, Tumura, vous accompagnez ces femmes dans ce parcours du combattant, j'ai envie de dire? Alors, l'association Naître en Polynésie, elle a été créée en 2015, suite à justement la fermeture du centre de naissance de Moorea. Donc, avant 2015, les femmes de Moorea pouvaient, si elles le souhaitaient et si elles étaient à bas risque de complications, rester sur leur île pour accoucher. Et puis en 2015, il y a une expertise de la maternité de référence qui a donc entraîné une fermeture provisoire du centre de naissance de Moorea, mais qui est restée finalement euh, qui est restée actuelle encore aujourd'hui. Mhm. Et on a trouvé que cette décision avait été prise sans concertation avec les acteurs de terrain, ni avec la population. On n'a pas demandé à la population ce qu'elle voulait, elle. Et donc, on a décidé de créer l'association pour justement pouvoir en parler entre nous, entre professionnels et entre usagers, pouvoir se regrouper et voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer un petit peu l'accompagnement au niveau de la périnatalité, que ce soit pour le suivi de grossesse, l'accouchement et les suites, pour que les familles se sentent mieux accompagnées. Alors, je vais poser une question qui peut paraître éloignée des réalités du terrain, hein, mais justement, Mm. tant qu'à faire, on en parle. Plutôt que de faire venir les femmes à Tahiti, est-ce que c'est pas possible d'avoir des cellules qui se déplacent d'île en île en fonction des besoins pour les accouchements? Alors, les cellules, ça existe déjà, des équipes qui se déplacent pour le suivi de grossesse, etc. Mhm. Après, pour l'accouchement, on peut imaginer des centres de naissance comme il y avait à Moorea, par exemple, dans certaines îles. On ne pourra pas le faire dans toutes les îles. Quand tu as une petite atoll avec 400 personnes, c'est difficilement imaginable de créer un centre de naissance, mais ça peut se faire dans certaines îles. Après, c'est un choix de santé, un choix de politique de santé qui peut être fait en Polynésie. On va se tourner du côté de Tiora, du coup, pour savoir comment est-ce que finalement se déroule le suivi des grossesses. Alors, parce qu'avant d'arriver à l'accouchement, la femme est enceinte, Mhm. la grossesse évolue. Comment est-ce que vous faites le suivi de ces femmes enceintes? Donc, dans les Tuamotu, il y a 5 centres médicaux. Mhm. Il y a 10 infirmeries et 27 postes de santé. Donc, là où il y a des centres médicaux, il y a des médecins, infirmiers et auxiliaires de santé. Et là où il y a des infirmeries, il n'y a que des infirmiers ou un infirmier avec un auxiliaire de santé. Et là où il y a des postes de santé, il n'y a que des auxiliaires de santé qui n'ont pas forcément une formation adaptée pour comment dire, Le suivi à l'accouchement. l'accouchement. Voilà. Donc, comment ça se passe en fait, si tu veux, quand on a une découverte de grossesse, nous sommes informés par les agents de santé sur place de cette découverte de grossesse qui est faite sur l'île. Mhm. Ensuite, en fonction du terme de la grossesse, donc par rapport aux dates des dernières règles de la patiente, nous organisons en fait le suivi par rapport à ces dates des dernières règles, donc le terme de la grossesse, pour faire venir la patiente au premier trimestre de la grossesse, donc à peu près à 3 mois, pour la première échographie. D'accord. Il faut savoir que nous sommes 3 sages-femmes au sein des Tuamotu Gambier. Et nous allons dans les îles, nous faisons des missions dans les îles une fois par an dans les infirmeries et une fois tous les 3 ans dans les postes de santé. Du coup, nous ne pouvons pas nous déplacer à chaque fois qu'il y a une découverte de grossesse, par exemple à Apataki. Donc, du coup, nous faisons venir nos patientes sur Tahiti. Donc, ils ont 3 Evassan programmés. Une à l'écho du premier trimestre, donc aux 3 mois. Une à l'écho du deuxième trimestre, donc vers à peu près 6 mois. Et une à l'écho du 3e trimestre, donc à peu près vers 8 mois de grossesse. Et à partir de là, elle reste sur Tahiti jusqu'à l'accouchement, voire jusqu'à 1 mois de bébé dans les postes de santé. Alors, on revient un tout petit peu en Oui. arrière, hein, avant l'accouchement. Retournons sur le suivi de grossesse. Est-ce que c'est vrai que
j'ai entendu parler de cette anecdote que les accouchements sont interdits dans les îles. Alors, c'est pas interdit, mais c'est pas, comment dire, ce n'est pas programmé pour les accouchements dans les îles. Mhm. Parce que, ben, comme je t'ai dit, nous avons 27 postes de santé. Donc, déjà, là, nous avons des auxiliaires de santé. Donc, ils n'ont pas, comment dire, une Oui, formation tu nous disais tout continue. à l'heure, ils ne sont pas Voilà, formés pour ça. tout à fait. Et Philippe disait que nous n'avons pas les moyens aussi pour pouvoir assurer l'accouchement dans ces îles. Donc, effectivement, nous organisons le suivi et le parcours de la grossesse et l'accouchement pour un accouchement sur Tahiti. Toi, Philippe, est-ce que tu as déjà eu des témoignages de ces femmes enceintes? Tu m'as l'air très investi dans ce sujet, donc je me doute, tu as déjà eu des témoignages de femmes qui appréhendaient le départ à Tahiti, qui avaient peur d'être loin de leur famille, de leurs enfants? Oui, tout à fait. Et comment dire, des situations parfois dramatiques où des femmes se cachent, Hmm. comment dire, pour ne pas devoir partir à Tahiti. Et comment dire, et parfois même des excès, puisqu'on parlait de l'interdiction, qu'il n'y a strictement rien d'interdit, il n'y a pas de loi qui interdit. Bien sûr, comme dit Tioura, c'est fortement déconseillé, c'est pas recommandé, bien sûr. Et donc des femmes qui se cachent, comment dire, parfois à certains endroits dans le passé, mais dans un passé proche encore. Comment dire, les autorités de l'île envoyaient les moutons, allaient les chercher pour les mettre de force dans Ouais, l'avion. carrément. On a vécu des choses quand même pas normales, bien. Mais également donc des femmes qui, comment dire, pour lesquelles ce départ a donné lieu donc à des tristesses, des détresses mentales, des sources de dépression aussi également, des problèmes graves par rapport aux tannés qui sont devenus violents par la suite aussi également. Donc, non, il y a des choses quand même qui sont pas belles et qui demandent à être réparées. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, ce moment qui était censé être un moment de joie devient un moment de stress, d'anxiété. Sandrine, tu as déjà eu aussi ce genre de retour? Oui, beaucoup, beaucoup. Même, je dirais même que même pour les femmes qui n'ont pas de difficultés particulières, on n'a jamais envie de partir loin de chez soi au dernier moment, juste avant l'accouchement. Mhm. Et l'OMS dit bien que la santé, c'est plus défini maintenant comme l'absence de maladie. La santé périnatale, c'est pareil, c'est pas juste de bien accoucher et d'avoir un bébé qui est en bonne santé. C'est aussi d'être bien dans son corps, dans sa tête, dans sa famille, dans sa culture et d'avoir un sentiment de sécurité affective. C'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, ce n'est plus l'accouchement qui est le moment le plus complexe des propos de vous tous. C'est vraiment ce départ, cette appréhension qui devient un des moments les plus compliqués dans ce parcours. C'est-à-dire que pour moi, on doit mettre sur la même échelle la sécurité physique, c'est-à-dire prendre en charge, par exemple, une hypertension de la grossesse. On Mhm. doit le prendre en charge, mais on doit prendre aussi en charge les difficultés d'hébergement sur la même échelle parce que c'est tout aussi important. En parlant de ces hébergements, est-ce qu'il y a des options d'hébergement ici à Tahiti pour ces femmes qui arrivent pour leur enfant, pour Oui, l'accouchement? oui, donc la CPS prend en charge des hébergements sur Tahiti, donc ça peut être à l'hôpital Mhm. qui se trouve à côté du CHPF. Ça peut être aussi dans des pensions de familles qui sont agréées par la CPS. Voilà, mais c'est très bien que ça existe, mais parfois ce ne sont pas les conditions idéales puisque comme on le disait, le tanné ne peut pas, lui n'est pas pris en charge. Parfois les repas ne sont pas pris en charge, il n'y a pas de transport, enfin c'est tout ça, c'est quand même compliqué. Toi, Philippe, une réaction? Oui, pour préciser quelques chiffres, donc au vu du taux de natalité en Polynésie française actuelle, donc il y a environ 690 grossesses qui sont attendues dans les îles en dehors de Tahiti. Et comment dire donc, comment dire, avec donc chaque année normalement 690 femmes qui sont censées venir et on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent. Ce que l'on sait, c'est que environ une femme sur 5 est en grande difficulté, ce qui fait environ 140 femmes chaque année qui se trouvent dans des difficultés extrêmement importantes ici à Tahiti. Donc c'est quand même, comment dire, quelque chose d'important en termes de chiffres. Et effectivement, la CPS fait ce qu'elle peut. On rappelle que c'est le conseil d'administration de la CPS qui décide de ce genre de choses. On est resté sur une approche d'il y a 30 ans et qui n'a pas évolué depuis en termes de prise en charge et de capacité d'hébergement. J'allais te demander justement, quand tu nous parles de difficultés, ce n'est plus ce dont on parlait avant, la difficulté finalement mentale.
de ces appréhensions, du départ, etc. Là, ça devient des difficultés financières, d'hébergement. Alors ça se surajoute parce que les difficultés de souffrance mentale, de tristesse, d'anxiété, elles sont toujours là. Et parfois même plus qu'avant. Mais c'est rajouté en plus la difficulté d'hébergement. On se rappelle actuellement, donc l'hébergement, tout hébergeur veut maintenant faire du Airbnb parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Quand on regarde les 6 000 francs de la CPS, il n'y a personne qui veut offrir un logement à une femme enceinte à 6 000 francs par jour. Et C'est très justement, clair. Bon. Et là, on ne sait plus où les mettre, ces pauvres femmes. Ces femmes en difficulté, il n'y a pas assez d'hébergement. et ça tombe bien puisque dans le plaidoyer, je cite, ces femmes ne bénéficient actuellement que d'un hébergement sur une base forfaitaire de la CPS à hauteur de seulement 6 000 francs, sans prise en charge d'un accompagnant, d'où les difficultés psychologiques dont on parlait tout à l'heure, ni des repas. Je suppose, Thiora, qu'il faut que la situation change de ton point de vue. Oui, effectivement, hein, nous avons rencontré des patientes qui se plaignaient de cela. Euh, il y en a qui n'avaient pas à manger, qui pouvaient, enfin, c'était difficile pour elles de se procurer à manger. Moi, j'en avais une qui avait une infection urinaire parce qu'elle ne pouvait pas boire. Enfin, elle n'avait pas les moyens de s'acheter à boire. Donc, c'était compliqué par rapport à cela. Donc, Mhm. effectivement, oui, on aimerait bien qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse faire évoluer les choses. Je sais que ça peut être compliqué, mais voilà, on peut peut-être Améliorer les choses parce que améliorer c'est... les choses pour ces femmes qui se plaignent à nous, mais qui ne vont pas peut-être se plaindre aux autorités ou Hmm. aux animateurs de mission ou voilà, à la Au corps télé, mais médical, par voilà, exemple. mais qui Hmm. se plaint au corps médical parce que ben on est les premières personnes qui sont là pour les écouter des difficultés et euh, après certains disent bon ben c'est comme ça, voilà, il y en a qui disent c'est comme ça, ben ils acceptent, mais quand tu creuses un petit peu, il y a beaucoup de souffrance derrière. Donc, même s'ils disent qu'ils acceptent, ben, c'est comme ça, voilà. On a la chance d'avoir un hébergement déjà, voilà, il y en a qui disent ça. Ah, c'est ce Et qu'elles se disent en oui, fait. c'est ce qu'elles se disent. Et oui, c'est très bien, mais après, quand tu discutes bien avec elles, elles en souffrent quand même. Et nous, derrière, enfin, à côté de cela, derrière cela, on n'a pas forcément de solution à proposer. Du coup, Hmm. on est un peu démunis. Et puis, c'est très bien, ce plaidoyer, il arrive très bien par rapport à ça. Au fait, nous, on aime bien dire, faut pas faire de caprices, alors que là, Oui, ce ne sont pas des caprices, ce non. sont des réels besoins, Mm. puisque ces difficultés, que ce soit financières, que ce soit d'hébergement, d'alimentation, des difficultés mentales et psychologiques par rapport au départ, ça apporte une souffrance. Comment est-ce que cette souffrance est soutenue? Est-ce qu'il y a des soutiens psychologiques, Sandrine, pour ces femmes? On aimerait bien mettre en place quelque chose qui soit pérenne, effectivement, pour que les femmes, ne serait-ce qu'elles aient qu'elles ne s'ennuient pas en fait quand elles sont à leur période d'hébergement, que ça puisse être propice à faire des choses et à se préparer peut-être à l'accouchement ou faire des choses comme ça pour qu'elles soient moins en situation d'isolement, qu'elles puissent également communiquer avec leur famille. Parce que rien que ça, parfois, c'est difficile. Elles n'ont pas leur enfant au téléphone, elles n'ont plus de crédit, des choses comme ça. Donc, que ce soit facilité pour ça, pour qu'elles gardent la communication avec la famille et qu'elles aient des activités. Toi, Philippe, ce sont des choses qui te parlent, que tu as déjà vécues, tu as déjà vues? Oui, et je voudrais insister sur effectivement les conséquences, comment dire, en termes médicaux, en termes de pathologie de ces situations. Comme Tioura l'a bien rappelé, rien que d'avoir des difficultés d'alimentation en fin de grossesse, c'est juste dramatique. La conséquence sur le corps, sur le fonctionnement et donc sur l'enfant à naître, sur la fin du développement de la grossesse peut être très important. Mais également, c'est difficultés affectives au moment où je suis maman, je vais accoucher, je ne suis pas bien moi-même. Comment je vais pouvoir transmettre, comment dire, une sécurité affective à mon enfant après? C'est un moment très sensible, on le sait maintenant beaucoup mieux qu'avant. Et ces enfants qui naissent d'une maman qui est dans le stress, séparée de sa famille, ont beaucoup plus de risques d'avoir des difficultés mentales eux-mêmes derrière ou des retards de développement. Donc c'est quelque chose, ça a des conséquences au-delà de la mère au moment où elle est en difficulté.
sur son corps à elle, sur son enfant à naître et sur l'enfant quand il va évoluer après. Donc c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'il y a écrit justement dans le plaidoyer. Cette situation, source de souffrance morale et sociale, peut avoir des conséquences négatives sur la grossesse, l'accouchement et le lien mère-enfant. Le lien mère-enfant, c'est quelque chose c'est une corde sensible finalement, Tiura, qui peut être impactée par toutes ces difficultés. Oui, oui, le lien mère-enfant est très important. En plus, dans la culture polynésienne, on est très attaché à nos enfants, hein. Mhm. Euh, D'ailleurs, le placenta, enfin, on le plante dans la terre pour C'est pouvoir ça. avoir le lien à la terre aussi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, comme Philippe disait, l'état de souffrance que peut avoir une patiente peut aussi pendant la grossesse peut transmettre au fait à l'enfant et ça peut être compliqué par rapport à l'accouchement effectivement parce que un bon accouchement si la maman est dans un stress ou dans un état émotionnel difficile, l'accouchement peut être très compliqué. Donc déjà, si on apporte un environnement beaucoup plus serein, on peut avoir des accouchements beaucoup plus merveilleux et Donc, il beaucoup ne moins. faut pas minimiser ce côté psychologique Mm. de soutien si jamais c'est quelqu'un qui est des îles et on est famille avec. Il faut venir, par exemple, la visiter, la soutenir, c'est ça? Oui, tout à fait. Euh, L'écouter et et être essayer, présente. voilà, être présent. On peut Euh, parler du papa aussi quand il est Sandrine, oui? absent, qu'il Mm. est dans l'île et qu'il est absent ou qu'il n'a pas pu être là au moment. Ça peut avoir des conséquences importantes sur la famille, le fait qu'il n'ait pas été là et que Là, on parle plus du lien père-enfant. tout à fait, de la famille en général, oui. Mhm. Il y a une demande sur le soutien moral aussi, toujours dans le plaidoyer, une demande sur le soutien moral et l'appui technique aux formations des professionnels de santé des îles isolées. Je me tourne du coup vers Tiora, ça te parle, ce genre de phrase dans le plaidoyer? Alors, oui, le corps des soignants a besoin d'un soutien moral, effectivement, parce que ça peut, comme je te disais, des fois, on entend des difficultés de nos patientes ou de nos patients ou des papas et on n'a pas forcément de solution. Donc, du coup, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Mhm. Et nos agents des îles n'ont pas forcément, comme on disait, les compétences ou la formation continue pour pouvoir accueillir ou aider ces personnes en difficulté, ces patientes en difficulté, oui, effectivement. Alors le sujet est très vaste, mais on arrive déjà presque à la fin de notre émission. Du coup, je vais me tourner vers Sandrine, puisque si on revient sur les difficultés psychologiques, d'hébergement, etc., des femmes, finalement, il y a une journée qui a été organisée, une journée le vendredi 29 novembre, dédiée au bien-être des femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une journée spéciale réservée aux femmes enceintes des îles qui sont justement en hébergement sur Tahiti, Mhm. en attente de soins pendant la grossesse ou de l'accouchement. Donc, bien sûr, toutes les femmes des îles et les papas et les enfants sont tous les bienvenus. C'est donc des soins qui seront proposés aux femmes enceintes. Alors, il y aura peut-être des soins traditionnels également pendant la grossesse et aussi des massages de femmes enceintes. Il y a un atelier où on fabrique des couronnes de fleurs, par exemple. Il y a un atelier de gymnastique douce pour la femme enceinte. Il y a des soins rebozo avec des parios. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qui sont pour le bien-être de la femme enceinte, pour qu'elle prenne un peu du temps pour elle, Pour elle. et puis Mhm. pour leur dire qu'on pense à elle et qu'on essaie d'améliorer les choses pour leurs conditions. De quoi bien se détendre. Tate Philippe, pour terminer notre émission. Oui, bien sûr. Et cette journée, donc, elle sera complétée par des discussions, des échanges avec ces femmes, justement, pour qu'elles nous parlent, qu'elles puissent relater leurs difficultés et faire émerger des solutions. Ce sont des éléments que l'on fera, nous, association, remonter donc au niveau des responsables du pays pour pouvoir améliorer les choses. Mais c'est aussi le moment, comme ça a été abordé, de pouvoir faire émerger des soins traditionnels autour de la grossesse, choses qui, pour l'instant, ont été très peu travaillées et qui probablement sont intéressantes pour le bien-être de ces femmes et de leurs familles aussi également à remettre en avant. Donc c'est un point aussi très important. On découvre aujourd'hui finalement des réalités méconnues par les gens de Tahiti, par les habitants de Tahiti, mais aussi des initiatives comme celle que vous venez de citer qui accompagnent ces femmes. Est-ce qu'on peut éventuellement, toi et Philippe, vous contacter
pourquoi pas proposer des idées ou des bénévoles qui pourraient apporter des activités pour ces femmes pour les soutenir? Bien sûr, donc la page Facebook, donc Association Partage Santé Pacifique, c'est un peu long, mais si on pense au partage, on pense à la santé et au Pacifique, on trouve tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et les manifestations sont les bienvenues, les soutiens et bien évidemment un peu de sous pour nous aider à cette journée magnifique. Et tant qu'à faire, vu qu'on est on est toujours sur l'association Partage Santé Pacifique, vous avez aussi l'association Naître en Polynésie, n'hésitez pas à les contacter. Et bien sûr, le site de Tumura qui est www.maisondenaissance.com. C'est tout simple. Merci beaucoup, messieurs, Mauro. mesdemoiselles, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous, les amis, on se retrouve demain pour la deuxième émission de la semaine. En attendant, passez une bonne soirée. 18h, votre réveil à Tahiti, vous connaissez la chanson. Bonne soirée, passez une bonne semaine. Maururu itotato farerira, trahuma parhana.